Bonjour à tous. Il est interdit désormais au Bénin la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la distribution de boissons alcoolisées en sachet. Le gouvernement du Bénin a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est une affaire très rentable mais qui détruit la couche juvénile puisqu'il s'agit de produits frelatés. Fraternité en fait un gros dossier ce matin, mais le canard de Ménoté n'est pas le seul qui en parle dans la production de la presse aujourd'hui. On fait la une des journaux dans un instant pour faire le point rapide en attendant la revue de presse en fin d'émission. Notre sujet de débat va porter ce matin sur le drame qui a frappé le Bénin. Des migrants clandestins morts après le chavirement de leur moyen de transport fluvial au large des côtes tunisiennes, alors qu'on était habitué à découvrir d'autres nationalités autre que celle du Bénin. Cotonou remarque avec horreur que parmi ces jeunes, il y avait des fils et filles du Bénin. Comment se l'expliquer et pourquoi ce phénomène persiste depuis la nuit des temps et pourquoi au-delà des Béninois, les jeunes Africains sont-ils aussi entêtés et de plus en plus candidats à ces risques inutiles? Beaucoup de questions à poser à deux rendez-vous sur l'Actu Matin. D'abord le premier et tout à l'heure même ce sera l'étape de la rubrique économie avec Jacques Débé qui a des réponses et qui appelle à interroger la politique de développement de l'emploi. Il sera en ligne dans un instant. Puis nos débats avec les acteurs de cette rubrique. Nous allons faire le tour rapide de la question. Vous restez avec nous jusqu'aux environs de 8h05 par là. Bienvenue à tous. Interdiction donc de vente d'alcool en sachet plastique au Bénin. Fraternité placard en manchette ce matin qu'il y a des graissements de temps et le journal qui attire l'attention sur le trafic clandestin qui pourrait se développer. Docteur Eloge Akakpo, médecin généraliste, c'est une décision qu'il faut applaudir avec amour et avec passion, a déclaré l'homme qui a été interrogé par Fraternité. N'est pas le seul à qui le canard de Ménoté a attendu son micro. Il y a aussi Roger Kouakano qui est sociologue. Des gens ont scotché ces produits, ont stocké ces produits en quantité énorme et tout ça attend les buveurs. Odé Ibilé, édition 2024, Moukaïla Amadou, le parrain à la hauteur de l'événement. Et puis, marche des travailleurs contre la cherté de la vie ce jour. Le préfet du littoral a donné son feu vert à la CSTB. Nous sommes passés à Matin Libre, autorisation de la marche de la CSTB. Or, on l'a plongé dans un dilemme et puis bien-être des populations. Le gouvernement qui interdit les boissons alcoolisées. Décès de migrants béninois sur les côtes tunisiennes. Les démocrates déplorent l'échec des politiques nationales. Le Soleil Bénin Info, l'équipe gouvernementale à l'heure de la reconfiguration. Talon prépare une bonne surprise. Le potentiel tribunal d'Abomey. Le faux policier Bida Willis déposé en prison. Il sera jugé le 30 mai prochain. Nous apprend donc le quotidien. L'autre quotidien pour son tour maintenant appelle à la dénonciation du contrat de WAPCO dans le projet Pipeline. La désinformation, la nouvelle arme. Le matinal santé publique, plus d'alcool en sachet plastique au Bénin, a donc placardé le journal. Nous sommes maintenant avec décryptage info, programme et projet communautaire de l'UOMOA. 72,8% de taux de réalisation et 131 réformes pour le Bénin en 2023. Contre la faim, l'arbitraire et autres. Le journal Dynamisme Info a publié ce matin que la CSTB est de nouveau dans les rues. Éveil Info, journée internationale de la biodiversité, préserver la diversité biologique, c'est un gros défi. Nous apprend donc le journal. Non-application des décrets en faveur des étudiants handicapés, talons appelés au secours. Voici chez vous le matin. 103e édition de Nomvicha, Louis Vlavonou aux côtés de la communauté Hula Hueda à Grand Popo. La cime de l'info, Niger, la date butoir du retrait des forces américaines dévoilée. Libération, phase B du projet asphaltage. Les travaux lancés à Djougou, Kandi et Parakou aujourd'hui même. Et puis projet Archa, bientôt la sélection
de 5000 artisans dans 8 communes du Bénin. Qu'est-ce que nous dit le chasseur info ce matin? Sécurité des enseignants, administratifs et étudiants, port obligatoire de badge et de carte désormais à l'université d'Abomey-Calavier. Nous voici de retour à la une. Fraternité pour la deuxième lecture. Interdiction de vente d'alcool en sachet plastique au Bénin. Dégrincement de dents. Attention au trafic clandestin. Le journal a donné la parole à deux spécialistes de divers domaines. D'abord, docteur Eloge Akakpo, qui est médecin généraliste. Lui, il a confié au quotidien. C'est une décision qu'il faut applaudir avec amour et passion. Et puis, le second qui s'est aussi prononcé, lui, il est sociologue, Roger Kouakanou. Des gens ont stocké ces produits en quantité énorme. Et cela n'attend que des buveurs. Audi Ibilé édition 2024. Moukaïla Mandou, le parrain à la hauteur de l'événement. Et puis marche des travailleurs contre la cherté de la vie. Aujourd'hui même à Cotonou, le préfet du littoral a donné son feu vert à la CSTB. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour rapide des informations à la une de production ce matin. Dans Fraternité, je voulais annoncer un gros dossier réalisé sur cette interdiction d'importation, de commercialisation de produits, notamment alcool en sachet plastique. Il y a des grincements de dents et le journal qui attire l'attention sur le fait qu'il pourrait y avoir un nouveau trafic clandestin. Sous un autre angle, la décision doit être prise avec pincette. Elle peut s'avérer contre-productive si les mesures ne sont pas prises pour enrayer la présence de ce produit alcoolisé conditionné en sachet plastique sur le territoire national. En réalité, souligne le journal, l'initiative est prise pour sauvegarder la santé des populations, mais à en croire les commerçants commentant la décision, ils ne sont pas prêts à abandonner le trafic. Les plus rusés comptent faire le trafic illicite et rester dans les formels pour continuer à servir les consommateurs, nous rapporte Fraternité en sa page de ce matin. C'est un gros dossier, je l'ai dit, et à la page 3, vous avez donc cette analyse aussi. C'est une option pour la préservation du bien-être des populations, à rappeler Fraternité qui attire l'attention sur le danger que représente la consommation justement de ces produits alcoolisés en sachet. Alors, quels sont les risques encourus en consommant ces produits en sachet? Fraternité vous propose cet article, constat, réflexion. Et puis, à la page 3 aussi, vous avez un autre angle qui a été traité cette fois-ci par Patrice Sokebe. La lutte contre la commercialisation d'alcool douteux au Bénin, c'est l'autre revers de la médaille. Comment cela se fait? Eh bien, Fraternité est descendue pour aller faire le constat sur le terrain. Vous avez une belle image d'un site de fabrication du produit appelé Sodabi. C'est le vin de palme transformé. Il n'y a que des commerçants véreux, des producteurs véreux aussi, exposent sur le marché des produits contrefaits, aux grandes dames de la santé, au mépris de la santé des populations. À la page 3, donc, découvrez le zoom réalisé par le journal sur cette affaire. Vous avez donc les deux interviews proposées par Fraternité à la page 3 et 4 de sa production de ce matin. L'intégralité donc des avis du médecin et du sociologue à découvrir dans les colonnes du journal. Et puis, un élément tout dernier qui pourrait vous intéresser, c'est cette position du président du préfet du littoral au sujet de la marche de la CSTB. Vous le savez, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin rentre dans les rues ce matin à Cotonou. C'est pour dénoncer en tout cas la cherté de la vie. J'espère qu'ils pourront défier la pluie qui tombe à verse à Cotonou depuis très tôt ce matin, il y a quelques minutes. En tout cas, Fraternité nous propose donc l'avis du préfet du littoral qui cette fois-ci a été un peu plus sage de donner son feu vert. Allez, maintenant on va passer au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Des délégations des ministères de la Santé de plusieurs pays africains à Cotonou pour un atelier de partage et d'expérience sur l'introduction et le déploiement des vaccins antipaludiques en Afrique. Il s'agit pour les participants venus de divers horizons d'échanger sur les stratégies et activités optimales pour une introduction réussie du vaccin antipaludique en Afrique.
Détail à suivre. Et puis zoom sur la fête identitaire Kondokpo Cotonou-Houé Setorula qui a connu sa 24e édition hier mardi à Kpakpa. Venus de divers horizons, les fils et filles Setorula de Cotonou se sont rassemblés autour du ministre des Affaires sociales de la microfinance Véronique Toyin-Fodem, bien habillé pour la circonstance et donc pour le grand moment de réjouissance. Voici le bulletin. Et on va parler santé pour commencer. C'est d'ailleurs même le premier titre du bulletin de l'information Teddy Goudalo. Hier, un atelier de partage d'expériences sur l'introduction et le déploiement du vaccin antipaludique en Afrique s'est ouvert à Cotonou. Tanguy, absolument. Cette rencontre est initiée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elle a permis aux délégations des ministères de la santé de plusieurs pays africains d'échanger sur les stratégies et activités optimales pour une introduction réussie de vaccins antipaludiques en Afrique. Les travaux s'étendent sur 3 jours à Cotonou, nous précise ici Ingrid Der et Moufid Saboura. Le Burundi, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Mozambique et la République démocratique du Congo en conclave en terre béninoise, soucieux de la réussite de l'introduction et du déploiement de vaccins antipaludiques dans leur pays. Ils sont ici pour s'inspirer de l'expérience du Ghana, du Burkina Faso, du Cameroun, du Libéria, de la Sierra Leone et du Bénin. Cette rencontre de Cotonou constitue donc une plateforme et une opportunité pour les 5 pays ayant déjà introduit le vaccin contre le paludisme, ainsi que les pays ayant conduit la phase pilote, de guider les prochains pays dans les différents domaines de préparation de cette importante activité. Les attentes de cette rencontre sont, entre autres, l'identification des lacunes, des éléments clés de l'introduction du vaccin contre le paludisme, l'élaboration d'une feuille de route et un plan de travail mis à jour pour l'introduction du vaccin, y compris les activités clés, les délais et l'identification des rôles et responsabilités des programmes et des partenaires du ministère de la Santé. Et enfin, la définition des critères de l'âge d'éligibilité à la vaccination contre le paludisme. Accélération de l'introduction et du déploiement de vaccins contre le paludisme en Afrique. C'est autour de ce thème que se mènent les échanges voulus par l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés des délégations de ces pays frères et amis, pour pousser plus loin les réflexions, plusieurs partenaires techniques et financiers. Cette phase du combat vient renforcer les nombreuses stratégies de lutte contre le paludisme sur le continent. Le Bénin se réjouit d'abriter cet important atelier et exprime ses remerciements à l'OMS pour le choix porté sur lui. J'exhorte toutes les délégations ici présentes à faire preuve d'assiduité et d'échanges ouverts sans retenue aucune afin que les résolutions qui sortiront de cet atelier contribuent effectivement au déploiement rapide de la vaccination antipaludique et à l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme dans la région africaine. C'est le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner ces pays dans la lutte contre le paludisme. Sont concernés par ces vaccins antipaludiques les enfants de moins de 5 ans. Merci à vous, Ingrid Der. Les opérations de chargement du pétrole nigérien pour la Chine sont actées et effectives depuis quelques jours maintenant. Vous le savez bien, les professionnels des médias du Bénin ont été les privilégiés à avoir constaté cette phase du projet de pipeline Bénin-Niger grâce à une visite organisée à leur endroit par l'entreprise chinoise WAPCO et le ministère des Mines. Ils sont outillés désormais en termes d'information et de connaissances pour informer le public. Clément Achadé était de la partie. Quelques jours après l'autorisation ponctuelle et provisoire des autorités béninoises, le premier navire transportant 1 million de barils de pétrole nigérien pour la Chine a quitté les eaux béninoises le dimanche 19 mai 2024.
Une suite logique de la phase opérationnelle du pipeline Bénin-Niger permettant l'exportation de l'or noir depuis la plateforme de Sémé-Craqué au Bénin. Dimanche après-midi, l'entreprise chinoise WAPCO annonce cette bonne nouvelle à la presse au cours d'une visite offerte à ses professionnels des médias. Donc, la sécurité, c'est une responsabilité collective. Si une seule personne ne respecte pas les mesures de sécurité et que cette personne peut mettre en danger. 834 mètres cubes par heure lors du chargement des navires, ils sont utilisés. 3 seront utilisés en même temps et 1 sera utilisé en stand-by comme réserve. Il y a 2 oléoducs qui passent sous la mer et qui sont en parallèle. Il y a les pipes ont un diamètre de 700 mm ça fait 14,4 km sur la mer, la longueur, et il y a une pression nominale de 5 mégapascales. Vous avez dû remarquer ici, il a parlé du MCC. MCC, c'est le Main Control Center, c'est le centre de contrôle d'ici jusqu'au Niger. Une véritable immersion des journalistes qui leur permet de découvrir tous les compartiments de cette plateforme d'exportation du pétrole nigérien. Selon les explications des responsables de WAPCO, le chargement de ce premier navire a duré 112 heures. Un exploit salué par les différents acteurs qui rassurent sur la bonne ambiance qui règne au cours de ce processus de chargement. I would like to say only one. This is the ambition project. This is the huge project. And if you will compare with other projects around, c'est un projet ambitieux, un projet géant. Donc, et aussi, je suis très fier d'être un membre de ce projet, comme un participant à ce projet. Et aussi, depuis le début jusqu'à la fin d'aujourd'hui, c'est pas facile, mais on arrive avec succès le chargement. Tout d'abord, il me faut remercier notre équipe. Sans notre équipe, on ne peut pas avoir ce résultat. Donc, je renouvelle mes remerciements sincères à notre équipe. I would like to say more that we are the team. Without the team, this project will be impossible. Le géant projet de pipeline connaît ainsi ses premiers moments de récolte à travers le succès de cette première opération de chargement. La société chinoise promet poursuivre avec cette dynamique pour l'atteinte des objectifs de ce vaste projet, devant profiter toutes les parties prenantes. Avec cette immersion des professionnels des médias, les populations seront désormais mieux informées des tenants et aboutissants de ce grand projet. Parlons maintenant vie associative en images. L'association Novichar se creuser qui regroupe des communautés Hula et Huela a soufflé cette année même ses 103 bougies et ses coutumes. Les peuples appartenant à ces deux communautés ont célébré leur retrouvailles le week-end écoulé. Les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à Grand Popo. Vous le voyez bien sur ces images. Nous reviendrons sur les grands moments de cette célébration avec Nassis Alossé et Florent Dourou dans nos prochaines éditions. D'une fête à une autre, la fête identitaire Kondo Bokutonouhou et Setokla a connu sa 24e édition hier mardi 21 mai 2024 à Akbakba. Venus de divers horizons, les fils et filles de Setokla et de Cotonou se sont mobilisés autour du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, pour de grands moments de réjouissance. Esther Tofa. C'est sous le signe de la réconciliation que s'est tenue la 24e édition de Kondokpo Setokla Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation, en commun accord avec l'équipe dirigeante de l'association, a fait le choix du quartier Yenawa dans le 2e arrondissement de Cotonou pour abriter les festivités. Nous avons su surmonter les épreuves et tourner la page des divisions. Ensemble, nous avons jeté les bases d'un avenir harmonieux et prospère. L'objectif fixé pour cette année était ambitieux et nous avons atteint avec brio. Les travaux de construction de notre siège social ont considérablement avancé et les grosses œuvres sont maintenant terminées.
Cette réalisation est une preuve concrète de notre détermination et de notre capacité à travailler ensemble pour le bien commun. C'est un symbole fort de notre unité. La ministre en charge des Affaires sociales, marraine de l'événement, a pour la circonstance reçu le soutien de ses collègues de l'agriculture et de l'industrie. Elle a salué l'initiative de ce rassemblement entre fils et filles des ethnies Seto et Hula. Les opportunités économiques soient également soulignées afin d'éveiller le potentiel qui sommeille en certains de nos parents et amis de Cotonou. À vrai dire, l'intérêt de nos retrouvailles réside aussi dans les retombées positives que pourraient tirer les populations de Cotonou d'une fête comme celle-ci, avec des répercussions positives sur les familles, sur les enfants surtout. Vous le savez bien, le chef de l'État, son excellent le président Patrice Talon, met un point d'honneur à la protection de la femme, de l'enfant, des couches vulnérables. Et nous devons tous ensemble trouver les voies et moyens à travers donc cette opportunité de retrouvailles pour resserrer les liens qui vont vraiment impacter en fait ces couches de la population. Les objets traditionnels marquant l'histoire de cette communauté de pêcheurs ont été exposés à l'occasion. La cérémonie de ce lundi 20 mai 2024 a consacré le dévoilement de la maquette du siège social de l'association Kondokbo Cotonou. Voilà donc pour ce point de cette célébration. Je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin matinal que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Tanguy Agoyi, je vous retrouve incessamment. Oui, on a aussi eu du plaisir à vous suivre, Tédé Goudalo. Merci pour la compagnie ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Attention, Tanguy. Si vous devrez sortir de Cana 3, prenez vos dispositions, Tédé Goudalo. Dehors, il fait un temps de chien. Difficile justement de mettre le nez dehors. Prenez vos dispositions vous aussi, mesdames et messieurs. Bonne journée, Tédé Goudalo. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, voici maintenant chez vous l'actualité des sports. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, c'est donc l'instant de l'actualité des sports ce matin. L'actualité depuis le week-end écoulé, on le sait, hein? C'est le tournoi EFOA Zone B d'un moins de 17 ans, qualificatif pour la CAN, la catégorie et les différentes compétitions scolaires. Bien entendu, Tanguy. Et puis hier, il y a eu ce coup dur pour Hubert Ronfort et les siens donc au Ghana, les sélectionneurs qui déjà a eu du mal à mettre en place son effectif avec la participation du Bénin à plusieurs autres compétitions internationales au cours de cette même période. Comprenez que le Bénin ne dispose pas encore d'une base assez riche où puiser autant de talents et participer à plusieurs compétitions à la fois. Bref, c'était une parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe nationale U17 s'est inclinée hier face au Ghana 2-0. Là, vous avez l'ouverture du score sur cette action. Et vous allez le voir, le Bénin qui encaisse le premier but à la 19e minute de cette explication. On va donc 3 minutes plus tard, à la 22e minute, d'encaisser le second but. Et donc, ce qui fait pour le Bénin dans ce groupe A, 0 points et un goal average de -3. Le Bénin sort de la compétition. Ça fait donc pour la 3e fois d'affilée que le Bénin est éliminé au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Tanguy. Et donc, pour faire ainsi le point, le Bénin est sortie de la compétition. La suite, ce sera ce jour avec les rencontres de la 3e journée au niveau du groupe B. Le Niger affrontera le Burkina Faso et puis voilà, à la même heure sur autre installation, le Togo aura pour adversaire le Nigeria. Il faut dire tout simplement que les deux équipes qui ont la chance, qui sont sur de belles options dans ce groupe, c'est bien sûr le Burkina Faso, premier avec 4 points, suivi du Nigeria, 4 points également. Le Niger aussi a une chance de se qualifier de toutes les façons. Les Nigériens totalisent 3 points après leur victoire face aux Togolais qui sont, je dirais, en bas de classement. Tanguy. Allez, on revient aux compétitions des équipes scolaires maintenant. Ali Moumouni, les représentants du Bénin ont perdu leur premier match hier face à l'équipe tenante du titre.
c'est-à-dire la Guinée. Oui, vous avez bien dit, l'équipe tenante du titre, c'était prévisible puisque c'est la meilleure équipe du groupe au vu de sa performance lors de la précédente édition. Et donc la Guinée l'a une fois encore démontré sur les images. C'était hier matin face aux représentants béninois à la Coupe d'Afrique des Nations scolaires, bien entendu de moins de 15 ans. Même si les Guépards ont résisté, il faut reconnaître que l'adversaire s'est offert les meilleures occasions de la rencontre. Ils ont ouvert le score déjà à la 8e minute, vous l'avez vu sur cette très belle action. Bien entendu, mené par le capitaine qui va faire un doublé, bien entendu, puisqu'en fin de rencontre, c'est lui qui va permettre à son formation de prendre l'avance. Le Bénin égalise à 2 minutes de la fin de cette explication. C'est sur ce coup de pied arrêté, le corner exécuté. Et donc, comme le jeune Amad Diallo avec Manchester United, il était très bien positionné derrière au second poteau et sa frappe trouve la lucarne opposée donc du gardien de but guinéen. Et donc, le Bénin, après donc, cette égalisation, va concéder un penalty en toute fin de rencontre. Tanguy, vous le verrez tout à l'heure sur les images. Penalty qui sera transformé par le capitaine une nouvelle fois. Voici l'action du penalty. Ce sera un centre. Mais d'ici, on voit la main qui a touché. Mais de près, l'image n'est pas assez, je dirais, claire. Vous le voyez. On aura l'envie de dire que c'est entre son corps et puis le bras. Mais de toutes les façons, le penalty est concédé et ce sera logiquement transformé par le capitaine guinéen. 2-1 pour le Bénin qui, je dirais, fait une mauvaise entrée. Ils vont devoir chercher donc de bons résultats pour les prochaines sorties afin d'espérer donc passer pour les tours à suivre, puisque les bons résultats, c'est bien sûr à partir de ce matin pour faire le point des différentes sorties des Guépards. Le Bénin, après donc sa défaite face à la Guinée 2-1, aura affronté donc ce matin la Libye, et donc à 10h et à 12h, 2 heures plus tard, ils auront un autre adversaire qui sera bien entendu l'Afrique du Sud, toujours dans ce même groupe Tanguy. Voilà pour ce qui concerne les équipes du Bénin pour cette compétition des moins de 15 ans. Et chez les moins de 18 ans, le Bénin n'a pas pu franchir, hein. On le sait, la première étape. Non, je dirais tout simplement que c'est exact. Et malgré sa victoire hier face au Taïwan, le Bénin sort de la compétition en occupant la 3e place au classement dans ce groupe G, derrière l'Ouganda 1. Et puis l'Ouganda 1 veut dire l'Ouganda a présenté plusieurs équipes. Et donc l'équipe du Kenya, on fait le point rapidement des différents résultats des Guépards, pour ainsi dire. 2-1 face au Kenya, en s'inclinant 0 but partout face à l'Ouganda. Et puis 2 buts contre 1 face à l'équipe du Taïwan. Au classement général, le Bénin totalise donc 4 points avec un goal average de plus 0, mais tout comme fait le Bénin sort de la compétition, puisque c'est seulement les leaders de chaque groupe qui devaient passer au prochain tour, c'est-à-dire les quarts de finale. Mais toutefois, le Bénin reste toujours dans la compétition pour jouer les rencontres de classement afin d'espérer se qualifier pour la prochaine édition, c'est bien sûr la 29e. En tout cas, on va espérer 2 choses à dire, hein. La première, c'est que nos ambassadeurs à l'étranger actuellement n'ont pas vraiment envoyé de bonnes nouvelles au pays. On va continuer à espérer du côté de la Tanzanie que ça marche, c'est ça? Bien entendu, parce que là, il faut reconnaître, pour ce qui est des compétitions scolaires, ça fait simplement la 2e participation du Bénin et la toute première participation du Bénin à cette Coupe du Monde scolaire. Et donc, pour ce qui est de la CAN, c'est donc la 2e participation du Bénin. Il y a de quoi pour une formation qui prend part à cette compétition et qui déjà dès la première édition se retrouve donc à être parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, à la Coupe du Monde, pardon, ça faisait la 2e participation à la Coupe du Monde également, puisque l'année passée, on l'a joué du côté du Maroc, et cette fois-ci, c'est en Chine, malheureusement pour nos ambassadeurs qui n'ont pas pu, je dirais, faire de bons résultats. On espère quand même qu'ils vont le réaliser pour, je dirais, ces matchs de classement afin de maintenir les places pour la saison prochaine. Et puis ce score fleuve, hein, hier, lors d'un match entre la Guinée d'ailleurs et ma foi, l'Inde. Oui, la Guinée qui est championne en titre de l'Afrique, qui s'est retrouvée à la Coupe du Monde et qui a laminé son adversaire 22 buts à 0. C'est quand même curieux, hein? C'est à l'antipode, je dois dire, de ce qu'on nous a raconté pendant qu'on était enfant. On nous avait dit que l'Inde, c'était quand même une nation de magie en termes de football et qu'on ne pouvait pas la battre, etc. Et qu'elle pouvait battre toute équipe à 100 buts à 0, etc. C'était apparemment une légende, pas une réalité. C'est une réalité en tant que quand vous regardez le football aujourd'hui, il n'y a pas de magie dans le foot. Quand vous regardez le foot, c'est technique, c'est tactique et je dirais dans une certaine mesure, c'est scientifique. Allez, on va passer maintenant à un
chez les grands, le Zamalek qui a remporté, faut-il dire, le week-end écoulé, la Coupe de la Confédération au titre de la saison 2023-2024. Oui, Tanguy, c'est avec la plus petite des marques que le club égyptien de Zamalek s'est adjugé le titre de la Coupe de la Confédération, vous l'avez bien dit, cette saison. Face à la Renaissance sportive du Berkane, ils ont eu l'avantage du but marqué à l'extérieur. Après donc le 2-1 enregistré à Tunis, à domicile, il a fallu donc juste faire le service minimum pour être sacré. C'est donc la deuxième fois que Zamalek remporte la Coupe CAF après le titre de 2019, ce qui donc porte à 14 le nombre total de trophées internationaux remportés par le club, avec à la clé 5 ligues africaines des champions, dont la dernière est soulevée depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire précisément depuis 2002. Mais pour la compétition la plus importante des clubs sur le continent, je vais parler de la Ligue africaine des champions de cette saison. La finale retour aura lieu bien sûr dans quelques jours, mais en attendant, pour ce qui est de la manche aller qui a été disputée donc à Tunis entre l'Espérance sportive de Tunis et Al Ahly, et cette rencontre s'est soldée le week-end dernier sur le score de 0 but partout, ce qu'on les Vierges entre les deux formations. Voici donc pour ce qui concerne cette affiche entre l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis et donc Al Ahly, en attendant donc la manche retour qui aura lieu donc Tanguy du côté du Caire, où Al Ahly, l'équipe la plus titrée sur le continent, se verra à nouveau sacrée ou perdre. De toutes les façons, ça va être très difficile pour la formation égyptienne de s'incliner, je dirais, sur ses propres installations. Tanguy. On va parler de la Ligue Pro. Oui, la Super Ligue professionnelle du Bénin, pour ainsi dire. On revient au pays pour parler du championnat national. Les rencontres de la 18e journée auront lieu donc ce soir avec assez d'explications. Aspac sera donc à domicile une fois encore après sa prestation à Tofo la dernière fois face au Dragon de Lemay, victoire 1-0. Cette fois-ci, ils auront un autre adversaire, c'est bien sûr la jeunesse sportive du Pobet. De son côté, Ayema affrontera l'équipe de Coton FC. Damissa offrira son hospitalité à Dadje FC. Donc, on aura Dynamo FC d'Abomey à Abomey au stade de Goro face à l'équipe de l'Union sportive des Cavaliers de Niki. L'Autopopo sera à domicile pour affronter Banigansé. Les Requins de l'Atlantique nous offriront ce soir, Tanguy, le classique habituel, le classique historique au plan national. Bien sûr, ce sera face à la formation des Dragons de Lemay. Il faut préciser qu'à la manche aller, c'était les Dragons qui l'ont emporté du côté de Charles de Gaulle à Porto Novo, sur la plus petite des marques, 1-0 pour les Dragons. Qu'en sera-t-il ce soir, puisqu'on sait que les Dragons restent sur une mauvaise période depuis la reprise de cette deuxième phase du championnat national. Sobima Sport, pour continuer avec les différentes explications au programme ce jour, Sobima Sport affrontera AS Cotonou, et pour finir, à Kandi, l'association sportive Takounais accueillera Espoir FC. Allez, on a suffisamment parlé football maintenant, Ali, on va parler handball pour finir. Les images que vous nous proposez ce matin ne sont pas en tout cas celles des sportifs professionnels, mais plutôt deux professionnels des médias qui s'exercent à la pratique du beach handball. Oui, c'est dans le cadre de la célébration des journées médias Bénin 2024 que les professionnels des médias, comme vous l'avez bien précisé, ont effectué une immersion dans le milieu sportif professionnel. Cette année, c'est le beach handball qui est retenu, et donc dans la mise en œuvre de ce programme d'élan média soutenu bien sûr par l'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, les professionnels des médias se sont retrouvés à la plage de Fidjose, c'était le samedi 18 mai dernier. Donc pour la pratique du beach handball, l'initiative est accompagnée par la Fédération béninoise de handball, ce qui explique d'ailleurs la participation des handballeurs professionnels à la fête. Reportage Candide Huinta. C'est un rendez-vous sportif pour les professionnels des médias à la plage d'Erevan. Ils sont ici à l'école du beach handball, du handball pratiqué dans le sable. Et même si quelques-uns d'entre eux ont l'air de bien s'y connaître, certains sont à leur premier contact. Depuis 2016, l'association Élan Média met en avant une discipline sportive à chaque édition des Journées Média Bénin. Et cette année, elle rassemble en partenariat avec la Fédération béninoise de handball et l'Association de la presse sportive du Bénin, les hommes des médias autour de la pratique du beach handball. Depuis l'année dernière, nous avons eu une activité pareille, mais qui était en ces mêmes lieux le volley beach, donc le volley à la plage. C'est une occasion pour les professionnels des médias
après avoir passé tout ce temps-là dans les rédactions, à rendre compte de l'actualité, à faire des productions, de se retrouver au moins pour s'amuser, pour apprendre également. Avant leur exhibition, les différents acteurs ont eu droit à des explications sur les différentes règles et notions de base des techniciens de la Fédération béninoise de handball. Après cette première étape, les différentes équipes ont été constituées de façon mixte. Dans chacune d'elles, les hommes des médias sont associés aux professionnels de la discipline pour de bonnes parties autour du beach handball. C'est une occasion, non seulement de se retrouver, mais c'est de découvrir également la pratique de cette discipline qui n'est pas aussi totalement connue de par le public. Ça permet de savoir que bien, nous avons la même cause, la cause d'informer et de bien informer, et qu'au-delà de l'information, on peut se retrouver pour festoyer de façon saine. C'est à travers une discipline, et cette fois, la discipline choisie, c'est le beach handball. Je pense que c'est une très belle initiative d'associer les journalistes à une telle pratique. Ça permet à ceux-ci de maîtriser l'ABCD en fait du beach handball et dorénavant de faire sa promotion. Ce type d'activité est vraiment à encourager parce que ça nous sort de notre cadre ordinaire, ça permet de s'amuser, ça permet de se retrouver et ça permet également d'apporter un plus à notre santé. Et donc merci à Elan Média. Les différentes rencontres ont duré plusieurs heures. C'était une partie de plaisir pour les professionnels des médias qui sont allés à l'école du beach handball. Vous l'aurez constaté, c'est des visages familiers sur les images, bien sûr, des professionnels des médias qui ont pris du plaisir à pratiquer le beach handball. L'année dernière, c'était du beach volley et de la pétanque. Quelle sera la prochaine discipline? De toutes les façons, l'année prochaine, on saura. Absolument. Merci beaucoup à vous, Ali, pour toutes ces informations sportives. On a parlé de deux disciplines, le football. On a pris des nouvelles de nos ambassadeurs à Accra, au Ghana, à Dalian en Chine, et puis à Zanzibar en Tanzanie. Ah oui, hier, on s'était fourvoyé en mettant Zanzibar quelque part au Zimbabwe. Ah oui, c'était une grosse gaffe, Ali Moumouni. Merci beaucoup pour donc ces informations. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, chez vous, maintenant, mon invité de ce matin. Mon invité ce matin s'appelle Florent Fribel Babadoudou. Il est étudiant en sciences de l'éducation et de la formation. Il est le représentant des jeunes de Fierté 229. Monsieur Babadoudou, bonjour. Monsieur Tanguy, bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci bien. Alors, vous avez organisé le week-end dernier une marche de soutien à travers Cotonou qui a joué sur la place publique de l'Amazone, c'est bien cela. Pourtant, on sait que Patrice Talon a horreur des célébrations populistes comme celle que vous aviez organisée. Est-ce qu'il ne vous a pas demandé des comptes à la fin? Merci bien, monsieur Tanguy, pour l'invitation d'abord. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'avoir une pieuse pensée pour la mémoire des camarades qui ont trouvé la mort dans la quête d'un mieux-être qu'ils pensent se trouver ailleurs week-end dernier. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous poser une question là-dessus. D'accord. Par rapport à cet événement, c'est un groupe de jeunes issus de plusieurs couches. D'abord, on peut citer la Fédération des élèves et étudiants qui était représentée, la Petite Main qui était représentée et bien d'autres groupes qui se sont mis en commun pour saluer, pour quand même encourager les efforts que fait le président Patrice Talon et son gouvernement. Parce qu'on dit qu'il faut dire merci pour ce qu'on a eu avant de demander davantage. C'est d'abord d'où est partie l'idée pour encourager. C'est pourquoi. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas une marche, encore moins un mouvement, c'est un regroupement pour exprimer une motion de reconnaissance au chef de l'État. Ah oui, mais vous aviez marché. Non, mais d'abord, vous direz qu'on s'est d'abord réunir au Palais des Congrès.
C'était juste pour ne pas salir l'espace de l'Amazone et pour quitter la place des palais des congrès, pardon, pour la place de l'Amazone, il fallait se déplacer. Donc, ne voyez pas ça comme une marche. On avait eu l'impression, en tout cas, que c'était une réponse à ces centrales et confédérations syndicales qui ont commencé à marcher pour dénoncer la cherté de la vie au Bénin. Est-ce que c'est une façon de leur donner du change? Je ne dirais pas ça, non, du tout pas. Nous avons vu que, quand même, au-delà de tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, mais le chef d'État, il faut le saluer ses efforts, lui dit merci, lui dit courage de persévérer et de faire davantage pour le mieux-être des Béninois. Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, vous pouvez le constater, je vais purement rester en ce qui concerne d'abord la jeunesse. On peut citer beaucoup de choses. Il y a la dématérialisation, par exemple, des services au Bénin, ce qui rapproche beaucoup plus les services des jeunes, surtout des étudiants. Il y a la consultation des résultats des examens sur des plateformes depuis chez toi. Tu peux consulter aisément ces résultats. À l'université, déjà, il y a les allocations, les bourses qui sont réparties, je dirais, mieux réparties aujourd'hui parce qu'il ne faut pas être excellemment excellent. Ce n'est pas pour encourager la paresse, non. Mais il faut savoir faire son choix aujourd'hui pour juste être bénéficiaire de cette bourse et poursuivre ses études. Eh ben, les jeunes, ça ne se réduit pas seulement aux études. Il faut du boulot aussi. Et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il y a des jeunes qui, à la quête de mieux-être, ont bravé les courants marins et ont trouvé la mort. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour leur mémoire que pendant qu'ils sont en train de mourir, vous félicitez peut-être une politique qui ne leur a pas donné ou leur a pas proposé une solution? Monsieur Tanguy, tout à l'heure, je n'ai pas dit que ce n'est pas une félicitation, c'est une notion de reconnaissance et d'invitation à mieux faire. Tout à l'heure, en évoquant leur cas, j'ai dit que je salue leur mémoire à ces jeunes-là qui ont trouvé la mort dans la recherche d'un mieux-être qu'ils pensent trouver ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on les a mal informés qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, monsieur Tanguy, je ne trouve pas une explication juste à donner à ce comportement. Je pense que je vais rester sur ce que je sais dire. Allez, il n'y avait que des jeunes au rendez-vous de la place de l'Amazone. C'était que des étudiants, c'est ça? Des jeunes issus de plusieurs couches, des artisans y étaient. Il y avait des artisans? Vous pouvez le constater déjà sur les images. Les images parlent mieux que ce qu'on dit. Alors, on a entendu dire que la mobilisation était payée, c'est vrai? Vous avez combien pour vos déplacements? Non, la mobilisation, elle était d'abord une décision qui est partie de nous-mêmes. Il fallait quand même déplacer les jeunes pour les encourager de quelque chose de forfaitaire. Vous l'avez payé combien? Non, mais le prix, je préfère le taire et merci bien. Quel point le jeune peut faire du passage de Patrice Talon à la tête du Bénin maintenant qu'il est en train de boucler progressivement, je dois dire, ces deux mandats? Qu'est-ce que le jeune béninois peut retenir de sa gestion? Voilà, le jeune béninois peut fièrement, d'abord, quand on regarde autour de nous, quand on fait un peu le tour de la ville de Cotonou, on peut voir l'image de cette ville-là, alors qui était vue comme une ville presque insalubre, être transfigurée. Cette ville est vraiment belle aujourd'hui. On voit, comme je l'avais cité tout à l'heure, la dématérialisation des services administratifs. Aujourd'hui, par exemple, pour obtenir ton acte de naissance depuis chez toi, tu peux remplir les formalités, l'avoir en une fraction de seconde. Tout ça grâce à la gestion et au travail du gouvernement. On doit dire en tout cas que pour vous jeunes, il a beaucoup fait. Il reste 2 ans pour Patrice Talon. Pour vous, quelles sont ses priorités? D'abord, ses priorités, il a pensé à redonner une nouvelle image au pays, ce qu'il a, si on le dira, les fleurs
je dirais... Oui, les fruits ont tenu les fruits ont tenu les promesses faites aux fleurs, on pourra le dire aisément. Mais il reste 2 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour que les jeunes l'aiment davantage? Voilà, dans les 2 ans qui restent, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent surtout qu'ils les aident à valoriser les talents issus des différentes couches, surtout des talents innés, qu'ils offrent aux jeunes plus d'opportunités d'emploi, qu'ils favorisent une adéquation entre formation et emploi au Bénin. Voilà quelques points qu'on pourra quand même attirer son attention dessus. Alors, c'est une marche, pardon, pas une marche, c'est une manifestation spontanée, vous aviez dit. Tout à fait. Donc, ça ne va pas revenir, c'est ça? Ou bien vous allez penser encore à refaire d'autres actions ensemble? C'était une première fois et d'ailleurs, nous invitons les jeunes qui pensent de la même manière que nous, pourquoi pas, à le faire pour encourager. Parce qu'on dit, bon, vous et moi savons que quand on veut faire le bilan d'une action d'une personne, il faut commencer par lui dire félicitations, voilà, merci pour telle chose que tu as fait, tu as fait ci de bien, et qu'il faut continuer sous cette lancée et mieux faire. Donc, mais le président, il est aussi humain. Pourquoi faire cette exception à la règle? Il faut commencer par là pour dire, monsieur le président, voilà, avec votre gouvernement, faites-nous davantage, nous voulons mieux voir et maintenant mieux impliquer notre jeunesse. Alors, donc ça ne veut pas dire que c'est le marché politique que vous aviez offert. Hein. On sait qu'à l'approche des élections, les jeunes sont inspirés en créant des mouvements ça et là. Ce n'est pas 2026 qui vous empêche de dormir. Mais ça reste 2 ans. Mais il faut reconnaître que beaucoup, même nous, on avait été surpris de voir que autant de jeunes sont du même avis que nous, mais... Regardez, sur la place, il y avait 2417 jeunes qui se sont réunis. Sérieusement, le dimanche là? Le dimanche dernier, pour saluer quand même les efforts du gouvernement et leur demander de beaucoup faire plus, en pensant à la jeunesse, bien sûr. Mais on a surtout vu les membres du bloc républicain à vos côtés. C'est le BR qui vous a commandé ça? Je vais d'abord dire merci à tous ceux-là qui étaient à nos côtés, à toutes les autorités. Et d'abord, j'ai parlé de la Fédération des élèves et étudiants, du bloc républicain qui était à la base de cette idée. Est-ce que c'est le bloc républicain qui vous a demandé de faire ça? Non, c'est une idée qu'on s'est conçue tout seul. On a vu qu'il est temps de dire merci, de ne pas seulement lui jeter des pierres, mais de l'encourager aussi. De lui envoyer des fleurs aussi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous aviez invité les responsables du bloc républicain seulement? Pas seulement, ils ont... Tous les acteurs politiques et tous les responsables ont été invités et pour prendre part à cet événement. Nous accompagner d'ailleurs, vous pouvez constater la présence d'autres personnes qui ne sont pas du bloc républicain. Il y avait des députés qui sont d'autres partis politiques. Je n'ai surtout pas fait attention à leurs partis politiques. Tout ce que moi je voyais sur les lieux, c'était des personnalités du pays. Je vous dirai certainement que le ministre d'État qui était venu réceptionner était du bloc républicain. Non, mais il était venu au nom du gouvernement. Chantalaï était là. L'honorable Akoma, Kouanou, Mathias était là. Tous du BR. On a l'impression que c'était le BR qui avait initié. Si Chantal Aïe était là, c'est une mère, c'est une grande sœur. Elle est d'ailleurs la marraine de la Fédération des élèves et étudiants du bloc républicain. C'est la raison de sa présence. J'espère que vous ne voulez pas ravir la vedette à la jeunesse BR. Hein? Du tout pas. En tout cas, ils vous ont à l'œil. Allez, rapidement, votre mot de fait pour finir. Oui, nous disons merci au chef d'État et merci à tous les honorables députés qui étaient à nos côtés. Je m'en voudrais de ne pas remercier pour finir le président de la Fédération des élèves et étudiants, M. Lionel Corneille-Glelet. Je veux dire un sincère merci au comité d'organisation, aux autorités à divers niveaux qui étaient présentes, au ministre d'État, bien sûr, le M. Abdoulaye Biotchane, pour être venu recevoir notre motion. Nous réitérons nos reconnaissances au chef de l'État et à son gouvernement. Nous invitons également les jeunes qui pensent de la même manière que nous, qui pensent qu'il faut encourager les efforts du gouvernement à ne pas hésiter à faire de même.
Voilà, Monsieur Tanguy, je vous remercie. Ah, c'est nous qui vous remercions, hein, Florent Fribel Babadoudou. Je rappelle que vous êtes étudiant en sciences de l'éducation et de la formation, représentant des jeunes Fierté 229, qui a eu cette idée de se retrouver à la place de l'Amazone pour manifester sa reconnaissance et sa gratitude à Patrice Talon pour l'ensemble de ses actions menées au profit donc de la jeunesse depuis avril 2016 qu'il a gagné le pouvoir au Bénin. Bonne journée. Merci bien, Monsieur Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la rubrique économie. On avait évoqué rapidement le cas de ces jeunes qui sont morts en cherchant un mieux-être ailleurs récemment au large des côtes tunisiennes. Quelles sont les implications côté économie? C'est la question qu'on va poser à Jacques Degbé qui a déjà décroché notre appel. Voici Économie ce matin. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'être en ligne depuis Parakou. Le sujet qui nous intéresse ce matin dans la rubrique économie, je l'ai dit, c'est ce drame qui a frappé à nouveau l'Afrique, mais aussi le Bénin, des migrants clandestins morts au large des côtes tunisiennes. Le drame s'est produit la nuit du 16 au 17 mai 2024 au large donc des côtes tunisiennes. Et cette question qui revient toujours sur le tapis, pourquoi les jeunes prennent-ils le risque de faire ce saut dans l'inconnu, Jacques? Tanguy, mettons-nous déjà d'accord, l'immigration n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous pouvez décider de partir en aventure selon vos convictions, selon vos objectifs. Le problème ici, c'est la clandestinité des jeunes qui décident de partir à travers des voies illégales, des voies détournées, notamment la Méditerranée. La plupart sont sans papier, sénégalais, béninois, ivoiriens, togolais, ghanéens, nigériens, guinéens, etc. Et d'autres nationalités, ce sont des millions, voire des millions de jeunes africains. Oui. Quelques soucis, on a du mal à vous avoir clairement et à vous comprendre. Je crois qu'on va réessayer la reconnexion pour voir ce que ça va donner, parce que la relation reste difficile à décoder. Je rappelle que vous êtes en ligne depuis Parakou et que nous évoquons dans la rubrique économie la situation de ces migrants-là, clandestins qui ont trouvé la mort au large des côtes tunisiennes. Jacques Degbé, est-ce que vous aviez bougé légèrement? Oui, d'accord. Ça va mieux. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. Toujours quelques petits soucis. On y va, c'est bon, Jacques, on peut y aller maintenant. Oui, je vous reçois 5 sur 5, Tanguy. Ça marche, nous aussi, nous vous recevons 5 sur 5 par ici à Cotonou. Allô? Oui, allô, Jacques? Allô, Jacques? Faut-il dire un peu difficile. J'espère que vous me recevez. Absolument, on vous reçoit, Jacques. Quelques difficultés à se faire entendre par Jacques début ce matin, décidément. Peut-être, dois-je dire, la pluie qui s'abat sur peut-être Cotonou et les environs depuis tôt ce matin. On va continuer à essayer de entrer en contact avec Jacques Degbé pour voir si les dieux de la communication pourraient nous permettre de l'avoir. Je rappelle que nous sommes à l'étape de la rubrique économie. Jacques, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Super, nous aussi nous vous recevons 5 sur 5. Vous aviez commencé à évoquer justement les raisons pour lesquelles ces jeunes font ce saut dans l'inconnu souvent. Oui, je parlais déjà, je disais tantôt déjà qu'il faut se mettre d'accord sur le fait que l'immigration clandestine n'est pas une mauvaise chose en soi. On peut décider de partir en aventure selon nos convictions. Le problème ici, c'est la clandestinité des jeunes
qui décident de partir à travers des voies illégales, des voies détournées, notamment la Méditerranée, la plupart sont sans papier. Ça, vous le savez, Sénégalais, Béninois, Ivoiriens, Togolais, Ghanéens, Nigériens, Guinéens, etc. Ce sont des milliers, voire des millions de jeunes Africains qui, chaque année, tentent ainsi de rejoindre l'Occident à la recherche de l'Eldorado. La plupart n'arrivent pas à destination. Ils périssent en mer, comme c'est le cas la nuit du 16 au 17 mai dernier dans les eaux tunisiennes. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui? Le chômage, le sous-emploi, les bas salaires, la pauvreté des familles, le désespoir sont les principaux facteurs auxquels s'ajoute l'offre d'emploi mieux rémunérée à l'étranger. Ce n'est un secret pour personne. Ils sont nombreux, ces jeunes qui, malgré de longues études, des études universitaires, ploient sous la pauvreté, le chômage, et finissent par dévier dans des vices tels que la consommation de l'alcool. Le débat est actuellement sur le tapis au Bénin avec ce arrêté pris par la ministre de l'Industrie et du Commerce, la consommation des produits psychotropes, le vol et bien d'autres déviances. Arrivés à cette étape, ils sont prêts à prendre tous les risques, y compris donc se jeter dans une embarcation de fortune très chargée à la recherche d'un mieux-être. Il est surtout difficile de les dissuader parce que la plupart n'ont plus rien à perdre. Certains n'informent même pas leurs parents avant de partir. Leur objectif, c'est de trouver un emploi en France, en Italie, aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Pour eux, seule la fin justifie les moyens. N'était surtout de la dissuader. C'est compliqué sur le terrain, des jeunes qui ne savent plus à quel sens se vouer et qui sont prêts à tout pour rejoindre l'Europe. Est-ce qu'il faut leur faire le procès de la recherche du gain facile? Jacques? Décidément, hein, pour ce matin, c'est compliqué d'être en contact avec Jacques Débé. J'espère qu'on va l'avoir à nouveau pour continuer ces échanges. Je rappelle que c'est Actu Matin que vous suivez. Et vous êtes précisément à l'étape de la rubrique économie. Jacques, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, 5 Je demandais s'il faut faire le procès aux jeunes d'être tombés dans le piège, dois-je dire, du gain facile. Je demandais s'il faut faire le procès aux jeunes d'être... Compliqué, toujours compliqué de l'avoir. Décidément, hein, peut-être qu'on va mettre fin justement à ces difficultés. Je rappelle que nous étions donc en relation difficile et compliquée au téléphone avec Jacques Débé qui nous proposait la rubrique économie ce matin qui portait sur, dois-je dire, la situation donc des migrants clandestins morts récemment au large des côtes tunisiennes. Précision pour précision, il y a eu parmi ces victimes, dois-je dire, des Béninois qui ont perdu la vie. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin a pris des dispositions à ce effet. On pourrait d'ailleurs en parler tout à l'heure avec les débatteurs qui s'installent progressivement déjà dans ce studio. En attendant, moi je vais demander à William, mon réalisateur, de nous aider à faire la pause puisque vous aviez suivi jusque-là à la fois la une des journaux, le bulletin d'information, l'actualité des sports, notre invité et puis une partie de l'intervention de Jacques Débé qui n'est malheureusement pas allé à son terme. Je vais profiter pour vous présenter toutes les excuses de l'équipe tenue d'Actu Matin ce matin. Voici la pause. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie.
Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. On n'a pas pu évoquer le sujet en fond avec Jacques Debé de la rubrique économie. J'espère qu'avec nos débatteurs, on va pouvoir quand même tenir le pari. Faut-il le rappeler récemment, de jeunes migrants, comme c'est devenu habituel maintenant, ont perdu la vie en essayant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Occident à la recherche de mieux-être. Et précision pour précision, parmi ces victimes, il y avait des Béninois, chose assez curieuse. On verra bien qu'est-ce qui peut pousser des jeunes à aller à cette extrémité et surtout pourquoi est-ce que le Bénin peut figurer parmi, je dois dire, les pays dont les ressortissants peuvent se retrouver dans de telles situations. On va faire donc la question à nos débatteurs déjà installés. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là en face de vous. Eric Deguenan, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, comment est-ce que... C'est vrai que c'est un phénomène séculaire, William. Mais comment est-ce qu'on peut s'expliquer sa persistance? La recherche du mieux-être. Vous savez, sur cette question, j'ai eu des gens dire que si des parents n'avaient pas pris autant de risques, qu'eux, ils ne seraient pas nés à Cotonou, devenus des enfants de Cotonou, avec tous les privilèges, tous les avantages liés à cela, et que c'est la même chose, c'est le même risque, juste qu'il y a peut-être la Méditerranée qui sépare, parce que, vous savez, Cotonou cosmopolite, on sait d'où chacun est venu.
personnellement ou ses parents. Voilà. Il n'y a pas de mer à traverser. Il n'y a pas de mer à traverser, mais parfois il y a des lacs. Ah oui, à la limite des fleuves. Des fleuves, parfois d'autres risques de plusieurs autres natures, parce que la précarité aidant, on n'avait pas les moyens d'assurer son déplacement. C'était une réelle aventure. Donc, la quête du mieux-être, vous savez, je ne les dédouane pas, je ne les défends pas, même si pour moi ce n'était pas l'option pour réussir outre mesure. Ben, vous savez, l'homme croit en l'aventure, l'homme croit en l'inconnu, l'homme aime se jeter à l'eau, et surtout, ça a marché par endroits. Beaucoup meurent en mer, la Méditerranée a avalé et englouti déjà, je ne sais combien d'Africains en quête de mieux-être et dans des embarcations de fortune pour l'Europe. Mais tous les jours, vous voyez cette nouvelle aujourd'hui, elle nous attriste, elle met en alerte les autorités béninoises à la limite. Mais demain, après-demain, vous verrez des gens encore braver le désert sahélien pour se retrouver au Maghreb, histoire de se frayer un chemin au large des côtes libyennes, tunisiennes, ou encore je ne sais de quel autre pays. Malheureusement, les raisons sont là, mieux vivre. Vous savez, je ne mets pas l'accent dans cette première intervention sur les conditions de vie en Afrique. Vous savez, parfois vous retrouvez des nationalités dans la masse de ceux qui tentent la Méditerranée. Vous vous demandez, mais quand même, leurs pays sont vus comme des modèles économiques de développement quand même acceptables. Qu'est-ce que ceux-là, qu'est-ce qui leur manque au point de vouloir prendre la Méditerranée et de se retrouver derrière ou de se retrouver outre Méditerranée pour un mieux-être. En fait, de façon humaine, et psychologique et de façon normale, l'homme voudrait être dans une aisance plus grande, satisfaire davantage à ses besoins, non seulement élémentaires, mais aussi des besoins d'opulence, de vie, d'un train de vie assez intéressant, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est ceux qui sont engloutis dans la précarité, ceux qui ne joignent absolument pas les deux bouts qui prennent la route de la Méditerranée. Je pense que ce sont des gens qui arrivent à amasser un peu d'argent, qui trouvent le moyen de se trouver des fonds qui peuvent constituer la fortune de toute une vie d'autres concitoyens qui vivent dans les mêmes pays que pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Bref, l'homme veut mieux vivre, il prend beaucoup de risques. Tous les risques sont bons, disait-il ou disent-ils, pour pouvoir s'assurer un mieux-être. Eric? Vous savez, vous avez forcément un lien entre l'état de développement de nos États et ce phénomène d'immigration clandestine. Vous en avez qui sont convaincus qu'ailleurs, n'est-ce pas, il fait bon vivre et qu'ils ont plus de chances et plus d'opportunités de réussir et de se réaliser 2 fois mieux que dans leur propre pays. Il y en a à qui ça marche, qui, à défaut de perdre la vie dans l'océan, finissent justement, une fois là-bas, par joindre les deux bouts et réaliser leur vie. De la même façon, vous en avez où c'est une grosse désillusion, où quand bien même on a pris tous les risques de ce monde et qu'on se retrouve de l'autre côté, on se rend compte que finalement, l'ailleurs n'est pas si beau, n'est pas si agréable que ça. Et qu'en définitive, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il fait toujours mieux, n'est-ce pas, de rester chez soi et de se battre, n'est-ce pas, et d'évoluer. Cela nous ramène toujours à cette problématique de ce qu'au niveau de nos États, nos dirigeants doivent davantage faire d'efforts en ce qui concerne les politiques publiques en matière d'emploi, en matière d'offres d'opportunités, mais surtout en matière de justice. Vous en avez qui sont obligés de partir, non pas parce que ils n'ont pas réussi à décrocher un boulot, mais parce que n'étant pas dans un cercle, n'étant pas dans un réseau, n'est-ce pas, ils ont eu le sentiment qu'on s'est foutu d'eux, foutu de leur intelligence, n'est-ce pas, et qu'ils sont obligés, n'est-ce pas, de prendre malheureusement ce risque. C'est vrai que cela n'est pas
aucun pays. Vous en avez de toutes les nationalités. Cette fois-ci, on dénombre un nombre assez important de nos compatriotes. C'est assez malheureux. C'est dit que ça ne frappe pas, n'est-ce pas, seulement que les autres pays qu'on s'imagine assez souvent, mais nous sommes aussi concernés. Donc on doit davantage mettre un regard et un œil sur les chances et les opportunités que nous devons mettre à disposition de nos jeunes, qu'ils soient artisans ou qu'ils soient intellectuels. Par moments, ce sont des questions qui nous échappent. On a plutôt ce sentiment que nos dirigeants préfèrent lire les statistiques en termes d'économie dans les revues internationales plutôt que vraiment de se rendre compte de la réalité à la base, de l'état véritablement de notre jeunesse. Et vous savez, quand nous mettons de ce côté cette forme d'immigration clandestine, vous en avez également une autre forme qui se joue sous nos yeux, mais parce que cela ne constitue pas le même danger, on n'en parle presque pas. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai réalisé une enquête auprès des structures qui jouent le rôle d'aide, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes de joindre d'autres pays pour la poursuite de leurs études. L'immigration dite légale. Dite légale pour la poursuite de leurs études. Mais quand vous voyez l'effectif des jeunes qui vont frapper à la porte de ces structures, mais c'est élevé. Donc, de la même façon, vous voyez du côté de l'immigration clandestine, l'effectif des jeunes qui prennent le risque de la mer. Vous en avez également qui, conscients de ce qu'on peut aller vers d'autres pays, mais en passant par la porte la plus officielle, là aussi, vous avez effectivement un nombre important de jeunes. Je n'ai pas envie d'appeler de ces structures, quand bien même le quota qui est réservé généralement est de l'ordre de 600 et de 800, vous avez 1000 déposants. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est un problème qui est là, qu'on aborde 1000, pas c'est toujours. peu, hein? Vous avez 2000, 3000, 5000. Ils font la queue voilà. Au soleil. Ils sont là. En plus, c'est payant. Hein? Oui. C'est payant. Voilà. C'est payant. 70 000, 80 000. Et ce n'est pas remboursable. Ce n'est pas remboursable en plus. Vous n'êtes pas convaincu que vous serez choisi. Et donc, quand vous voyez ça, vous interrogez les jeunes, ils sont convaincus que dans leur pays, on ne leur accorde pas toutes les opportunités, toutes les chances. Il faut être dans des réseaux, il faut être malheureusement dans des cercles, et cela fragilise véritablement la psychologie de nos jeunes qui sont obligés de penser qu'ailleurs, c'est la solution. Mais on ne parlait pas souvent du Bénin dans ce genre de drame. J'ai dit que c'est devenu pratiquement l'actualité sur le continent, mais que des Béninois se retrouvent dedans. Non pas qu'il n'y a pas de Béninois qui font de l'immigration clandestine, mais quand même que ce cas a révélé le visage béninois de la chose. Avez-vous été surpris, William? Comment est-ce qu'on peut s'expliquer aussi que le Bénin commence pas à s'illustrer sur ce chapitre? Le Bénin commence pas à s'illustrer. Ma prière, c'est que ça s'arrête là, que des Béninois ne meurent plus en mer. Sinon, en fait, vous avez raison de voir que les nationalités, on en connaît beaucoup, souvent dans l'immigration clandestine francophone. Francophone, je précise, parce que c'est ce dont j'ai une petite idée. Mais le Bénin, c'est vraiment pas, je l'avoue, le pays qu'on retrouve le plus ou qu'on retrouve souvent dans ces cas de décès. Et il y a une autre précision, c'est que le phénomène n'est pas très développé au Bénin, parce qu'ailleurs, il y a même des filières de recrutement à l'immigration clandestine. Il y a des cercles qui se proposent dans des groupuscules à l'université, à des endroits, mais qui travaillent, comment on appelle, à trouver des jeunes. Ce sont des passeurs, parfois des organisations dites non gouvernementales déguisées, qui créent parfois l'incident, appellent à l'aide humanitaire, appellent à des incidents diplomatiques légers entre des pays, forcent la main à l'Italie, à l'Espagne, parfois au Portugal. Et c'est un réseau très organisé parfois. Parfois, ils finissent dans des filets d'esclavagisme en Libye ou dans d'autres pays du Maghreb. Bref, ce sont des filets très organisés dans lesquels, franchement, par le passé, on ne retrouvait pas vraiment des Béninois. Mais cela ne voudra pas dire que si les Béninois ne mouraient pas en Méditerranée, ils n'étaient pas accros, bon, je n'ai pas documenté, mais qui
qu'ils ne se laissaient pas aller à l'immigration clandestine. Vous savez, grâce aux réseaux sociaux, on a eu une grosse désillusion par rapport à ces voyages mythiques où des gens disparaissent 3-4 ans, ils reviennent, des voyages en Orient, au Koweït, dans certains pays, à Dubaï par moment. Vous voyez des Béninois, instruits ou non, qui sont en aventure dans ces pays parce que ce sont des paradis fiscaux apparemment, ce sont de grosses fortunes, des pays dans lesquels il y a beaucoup d'argent, donc il y a à faire. En fait, l'argument premier, c'est qu'au Bénin, il y a peu d'opportunités, ou il y en a moins. Il y en a moins pour subvenir à ses besoins imprescriptibles, incompressibles, pardon. Il y en a moins pour se faire beaucoup de villas, en acheter beaucoup. Donc, aller en aventure, non seulement donne la garantie de l'opportunité, mais ensuite d'un gain assez conséquent pour revenir faire le malin au pays. Et il y a l'effet de mimétisme du phénomène de benguiste du côté du Cameroun. C'est quoi le benguiste? C'est le jeune noir parvenu à se faire quelques petits séjours dans la glace, comme ils aiment à le dire, dans la glace, et qui revient tout frais au pays et qui est le... Absolument, il change drastiquement, même dans son timbre vocal. Donc, en plus, la peau change un peu. Même la peau change. Ça devient grisonnant. Il trouve quand même que beaucoup de choses sont dévalorisantes sur le continent. Et qui fait excessivement chaud. Et qu'il n'a jamais compris comment est-ce que Dieu peut soumettre des gens à une température comme celle-là. En fait, ces phénomènes ont toujours existé. Où vous voyez des Béninois en cri d'armes dans les pays d'Orient ou dans les pays parfois de la Scandinave, et des Béninois qui crient à l'aide, où on fait passer des pièces d'identité sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, vous avez un Béninois de tel et tel nom qui était, je sais pas, domestique ou technicien ou agent de service de maison dans une structure ou chez un gros bonnet dans tel ou tel pays qu'on n'a pas retrouvé. Ça, cette immigration clandestine, elle existait et elle était vraiment pratiquée, notamment du côté des dames. Parfois même, on y mettait des mœurs avec la question de la prostitution organisée par l'immigration. Ça me rappelle le phénomène porta, ou je ne sais plus comment ils avaient appelé ça à l'époque. Des Béninois jouaient à ça. Ils y étaient, ne nous voilons pas la face. Il y a aussi l'immigration, j'appelle intellectuelle. Des gens ont la thèse de doctorat et pensent que pour être professeur d'université et bien reconnu, il faut finir ses études en Occident. Pas seulement, surtout dans le rang des médecins. Des médecins. C'est la filière maintenant. Hein? Dès qu'on a soutenu sa thèse en médecine, on veut aller en Occident. On veut partir, oui. Ça, c'est pas clandestin, mais c'est une immigration qui est réelle. Il y a même dans les cercles intellectuels des données qu'on a sur certains pays selon lesquels ils sont en manque de main-d'œuvre et donc il y a à faire que le Canada a une bonne piste. Et vous voyez, la plupart des agences aujourd'hui proposent également l'immigration du Canada parce que vraiment, certains de ces pays ont besoin de la main-d'œuvre, ont besoin de l'intelligentsia des autres pays. Donc, en fait, le phénomène de l'immigration, qu'elle soit clandestine ou non, est une réalité. Maintenant, est-ce que c'est des caprices? Ce sont des caprices. Je ne le pense pas. Ailleurs, vraiment, il fait mieux vivre. Oui. Il fait bon vivre. Vous l'avez expérimenté? Je ne l'ai pas expérimenté. Ce n'est pas mon vœu. Je suis de ceux qui pensent plutôt qu'on peut naître au Bénin, vieillir au Bénin, étudier au Bénin et réussir au Bénin. On peut aller à la quête de quelques compétences et de quelques technologies que d'autres ont pu déjà développer, je ne sais où dans le monde, mais on ne peut que mettre ça au service de son pays pour que dans 100 ans, dans 200 ans, le Bénin ne demeure pas, ou les Béninois ne rêvent pas toujours. Je ne sais pas combien de Français aiment immigrer au Bénin, ou je ne sais pas combien de Britanniques rêvent de venir vivre en Afrique du Sud pour chercher leur gagne-pays. Ils vont plutôt sur d'autres destinations. Il y en a, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui sont ennuyés là-bas, qui n'ont pas d'emploi, ils veulent venir jouer quand même. Non, pour se faire les héros chez vous, pas pour la pitance quotidienne. Pas pour la pitance quotidienne. Et je vais finir ma très longue intervention, Tanguy. Oui, je reconnais. Alléluia. Ma très longue intervention sur le cadre de la perception que l'on a aussi des gens qui reviennent d'Occident.
avec des diplômes, avec des compétences, avec de l'argent. Vous savez, si des Béninois qui sont de la même nationalité que vous, qui ont des compétences égales aux vôtres, sont payés à des salaires mirobolants par votre État, et que vous êtes dans le même pays, mais que parce que vous avez des diplômes d'une université qui est nationale, vous êtes moins payé, ou parce que quelqu'un qui est revenu de France ou je ne sais de quel horizon, a la légitimité et la réputation d'être plus compétent que vous de fait et de go, et que ça le marche, ils roulent dans des conditions qui sont 3 fois meilleures aux vôtres. Vous êtes tenté de dire que c'est de l'autre côté que ça se passe bien, même dans les cercles intellectuels. Quand les diplômes des autres universités n'ont pas de débat à faire, n'ont pas de preuves à donner pour autant, et que les vôtres être expliqués et prouvés encore, vraiment, qu'on soit intellectuel ou non, qu'on soit pauvre ou riche, on rêve de ce mieux-être qu'il y a de l'autre côté. Eric, la question c'était pourquoi est-ce que le Bénin figure parmi... Je pense que peut-être que ça a toujours existé. Vous savez, ces choses-là, on en parle quand le bateau chaville et quand ça fait beaucoup de décès. On ne nous parle pas presque jamais quand les personnes arrivent justement à rejoindre ces pays malgré tous les risques. Donc je suppose que peut-être que par le passé, beaucoup de jeunes participaient à ce genre d'expédition, avec peut-être beaucoup plus de chance, n'est-ce pas, que ce dernier cas qu'on évoque, où l'effectif de décès est un peu plus élevé. Je pense aussi que on peut essayer de voir également au niveau de nos jeunes cette compréhension qu'ils ont véritablement de ce que chez eux c'est gâté. On peut plus rien sauver. Compréhension, conviction. Voilà, on peut même jusqu'à aller à ce niveau. Ouais. Parce que chez eux, c'est impossible. Parce que quand même, dans de simples discussions avec des jeunes à l'université, vous échangez avec eux, c'est que l'ailleurs, c'est tellement beau, c'est tellement agréable que une fois là-bas, on est convaincu qu'on doit pouvoir réussir. On est convaincu qu'avec l'intelligence qu'on a, avec l'effort physique qu'on a, on peut se trouver un job, on peut se trouver rapidement un travail et puis évoluer. J'ai reçu un monsieur que nous connaissons qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Il est très connu dans le milieu culturel et artistique, avec qui j'ai échangé, qui me dit que une fois dans ce pays, ce que j'ai réalisé en l'espace d'un an, n'est-ce pas, j'ai pas pu le faire en 30 ans dans mon pays. J'ai dit, mais c'est quand même... Vous voyez un peu jusqu'à quel niveau on a poussé un peu la façon de voir les choses. Donc, il y a cette réalité qui est là et sur laquelle justement nos décideurs doivent véritablement travailler, aller à la rencontre de nos jeunes. L'amour du pays, la possibilité que tout n'est pas si gâté que ça, on peut toujours sauver les meubles, on peut toujours véritablement essayer de se chercher et véritablement réussir. Ne rien faire, c'est être fataliste, n'est-ce pas? Et c'est comme on dit, c'est attendre, n'est-ce que un autre phénomène de ce genre arrive, qui sait, peut-être demain ou après-demain, où nous allons certainement nous retrouver encore ici et aborder ce même sujet avec beaucoup de désespoir et de dégoût. Est-ce que vous avez compris pourquoi tout le monde veut partir? On a l'impression vraiment, et Eric l'a souligné tout à l'heure, tout le monde veut partir. Pas tout le monde. Oui, beaucoup, mais beaucoup veulent partir. Ah oui, hein? Moi, je ne rêve pas de partir. Vous savez, il y a une différence. Oui. Quand ça arrive au niveau des océans et que ça se passe mal, ça devient véritablement un problème, là, c'est une conséquence, c'est la finalité. L'idée de partir est déjà là. L'envie de partir, justement, est déjà là. Et la personne qui prend la décision de partir, c'est peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, qu'il mijote l'idée, qu'il travaille déjà, qu'il fait des économies, parce que William l'a relevé. Enfin, ce n'est pas gratuit. Quand vous voyez les montants qu'on débourse justement pour se retrouver dans ce genre d'embarcation, vous vous demandez, mais on a déjà créé un business, on a déjà créé un petit commerce, mais malgré ça, n'est-ce pas, on est convaincu qu'on ne doit pas. Donc, l'envie est là, le désir est là. Oui, c'est là qu'il faut aller justement déconstruire ces idées dans l'esprit des jeunes. Pour beaucoup de partir, c'est normal, c'est l'aventure. Même au pays, il y a l'exode rural. Même au pays. Cela voudra dire que chacun veut se positionner
au meilleur endroit, là où il fait légèrement mieux vivre, ou sinon là où le bon vivre est en un cran un peu plus élevé. Donc en fait, déjà, l'envie part de là. Il y a aussi que, bon, vous avez dit tout le monde veut partir, il y en a qui ne veulent pas partir. Il y a les patriotes, vous savez. Ah oui, les autres ne sont pas patriotes, vous pensez? Je ne pense pas. Ils sont moins patriotes. Ils sont patriotes, certes, mais ils pensent résoudre autrement les problèmes, c'est-à-dire peut-être aller chercher de la technologie ailleurs et revenir développer le pays, ou aller chercher des moyens financiers ou de l'expertise, des compétences à venir mettre après au service de leur pays. Vous savez, beaucoup ont, à travers l'immigration, appris leçon des échecs ici en Afrique et sont revenus en étant des immigrants. Je pense à cet excellent avocat camerounais d'origine qui est aujourd'hui avocat aux États-Unis, très connu sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui règle des problèmes spécifiques pour des étudiants camerounais en quête d'emploi et en mettant des mécanismes précis en place dans son pays au Cameroun. Parfois, c'est la rage de corriger le tir, de trouver un moyen de ne pas faire subir aux générations d'après les choses qu'on a subies soi-même ou qu'on a vu se passer autour de soi. Mais je pense qu'on est moins patriote quand on pense que gagner sa vie peut se passer exclusivement dehors. Encore que tous, nous ne pouvons pas rester au pays et se construire. Même la grande Chine a eu besoin de faire de l'immigration. Mais elle a fait d'abord 1 milliard de population. Non, mais en fait, moi je pense que je n'aime pas faire ce débat sur la question de nous avons faim au pays. Oui, la faim, elle est là, la cherté de la vie, elle est là. Mais vous savez, même dans des pays où des gens vivent mieux que nous, 10 fois mieux que nous, des gens veulent migrer. Même en Occident, il y a des pays dans lesquels des citoyens veulent aller dans des destinations beaucoup plus florescentes, beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, regardez, le monde entier migre à Dubaï. Même des Américains vont à Dubaï se faire de l'argent parce que là-bas, les salaires sont mirobolants, là-bas, les compétences sont extrêmement recherchées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, le niveau de développement étant perpétuel, le développement étant une perpétuelle quête telle qu'on nous l'a inculqué, parce que finalement, c'est devenu une utopie, cette histoire, selon moi. Le développement tel que c'est mis dans nos têtes est perpétuel. Moi, je ne veux pas focaliser le débat sur les conditions de vie. Oui, les conditions, elles sont exécrables, même pour ceux qui y vivent, mais en fait, ce n'est pas la seule raison. Il y a la volonté de connaître une expansion. Il y a entre-temps Elorich Gaba qui nous a rejoint. Elorich, bonjour. On parlait de la situation des migrants décédés par noyade au large des côtes tunisiennes, parmi eux des Béninois. La question c'était pourquoi des Béninois, à votre avis? Ben écoutez, ça devrait interpeller toutes les autorités justement parce que c'est un phénomène qui n'est pas récent, même s'il n'y avait pas les Béninois, on connaît très bien comment beaucoup d'Africains prennent la côte du Maroc pour rejoindre l'Espagne et autres. On a vu beaucoup d'embarcadères, que ce soit du Sénégal qui échouaient très souvent, mais c'était rare qu'on voyait des Béninois dans ces embarcadères. Ce qui veut dire que à ce niveau, il y a un véritable problème de vie, c'est-à-dire de cohésion sociale, de cohésion, de développement au niveau du pays. Parce que si des jeunes, aujourd'hui, des Béninois, je précise, arrivent à s'enrôler dans ces embarcadères pour aller échouer sur des côtes, c'est assez pénible. C'est pour vous dire simplement que à l'interne, on doit chercher la solution. Il faut chercher la solution ici, au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que, avant, les gens ne s'adonnaient pas à ces genres d'aventures? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que ces jeunes se lancent dans cette aventure? Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu un déclic. Et ce déclic, observé dans notre environnement. Moi, je n'aimerais pas dédouaner le gouvernement. Je dirais simplement que quand vous êtes face à un État où on constate aujourd'hui de façon flagrante que seuls ceux qui viennent de l'Hexagone avec des diplômes sont des érudits, des nantis de connaissances, des nantis de compétences. Quand vous pensez que c'est ceux-là seuls qui détiennent des jardins, à l'opposé du désert, quand vous voyez, quand votre propre État vous traite de la sorte,
vous avez tendance ou vous avez envie, et sinon même la conviction, comme vous l'avez dit, si vous avez... Vous battez, vous réussissez votre vie. Vous avancez, vous dites qu'il faut nécessairement aussi aller chercher des diplômes à l'Hexagone. Et vous le savez, ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne voie pour y aller. Il y a certaines personnes qui essaient et ça leur marche, mais ils ne sont pas nombreux. C'est de bouche à oreille que ce genre de choses se passent. Telle personne l'a essayé, ça a marché, alors je peux aussi tenter l'aventure, même si je connais tous les risques. C'est vrai que c'est un phénomène que nous ne pouvons pas encourager, en ce sens que, d'abord, ça décime la jeunesse. 2, ça crée la désolation dans les familles et ça crée un manque de bras valides pour le pays. Donc, on ne peut pas encourager un tel phénomène. Seulement, je dis, les causes ne doivent pas être cherchées au niveau de l'embarcadère, mais plutôt au sein du pays. Qu'est-ce qui se passe pour que les jeunes aujourd'hui aient ce déclic-là pour se dire, il faut que j'aille me chercher à l'Hexagone, j'aille me faire une autre vie ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins patriotes, contrairement à ce que j'ai entendu, ils ne sont pas moins patriotes que les autres. C'est parce qu'ils se disent, il faut maintenant que je me cherche, je peux revenir défendre mon pays. Parce qu'on a vu des patriotes de ce pays qui sont partis d'une certaine manière ou d'une autre, mais quand ils reviennent, ils sont considérés comme des demi-dieux. Pendant que le jeune béninois qui a fait l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, se retrouve à un montant donné, l'autre qui a fait une université de l'Hexagone et qui a pratiquement le même diplôme ou moins diplômé que lui, parfois se retrouve à 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire de celui qui a été diplômé au Bénin. C'est à croire que la connaissance toute faite vient toujours de l'Hexagone. C'est qu'on a cette tendance à dénigrer les connaissances acquises ici. Et là, si on a tendance à dénigrer ces connaissances-là, pourquoi donne-t-on de la valeur à ces universités africaines? Je veux parler des universités béninoises. Il y a l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou et les autres universités du Bénin. Ces jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens pour aller étudier à l'extérieur, mais qui s'échinent dans des conditions exécrables, précaires, pour pouvoir décrocher leur diplôme, que ce soit la licence, que ce soit le master, que ce soit le doctorat, et qui, une fois dans des systèmes donnés, que ce soit étatiques ou non étatiques, se retrouvent dans des positions où on les considère, face à ceux-là qui viennent de l'Hexagone, avec des diplômes tout faits, comme des moins que rien, ou du moins des sous-hommes. Je pense que le problème est à chercher au Bénin. L'autre chose aussi, il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation. Souvent, nous disons, ça n'arrive qu'aux autres. Parce que très souvent, quand ces gens d'embarcadères échouent, souvent on ne trouve que des nationalités telles que le Sénégal, les Marocains et consorts. Souvent, il n'y a pas de Béninois. Mais nous avons manqué un peu de tact parce que nous n'avons pas anticipé. Nous ne faisions pas cette sensibilisation à l'interne. Si on faisait cette sensibilisation à l'interne, je pense que ça aurait assez découragé les jeunes qui mijotaient. Parce que William l'a dit, c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain de faire. La personne a dû mûrir, a dû cotiser de l'argent, a dû épargner de l'argent pour le faire. Donc, c'est souvent un projet de 2, 3, 4, 5 ans si possible avant de commencer l'aventure. Donc, si entre-temps, le gouvernement aussi avait pris des dispositions, ou même la société civile, parce qu'il y a des organisations de la société civile qui interviennent dans ce sens-là, si tout cela, en synergie d'action, faisait un peu plus de sensibilisation dans ce sens. Parce que je me souviens, j'avais travaillé avec des ONG espagnoles, et notamment dirigées par Père son âme, Feu Kwame Messan, qui travaillait, quand il descendait au Bénin, parce qu'il était en Espagne, quand il descendait au Bénin chaque fois, il sensibilisait les jeunes, soit à travers la musique, soit à travers des conférences de presse, mais il était seul a priori à le faire. Il était seul, et ça, je lui rends un hommage, même si c'est à titre posthume, je lui rends un hommage, c'est le fils de Jonas Pedro, justement. Il est décédé aussi, malheureusement. Il faisait ce travail-là, et parfois il descendait avec des Espagnols qui venaient sensibiliser des Béninois sur ça. Mais en ce moment, on n'a pas vu une large sensibilisation, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des associations de développement ou des organisations non gouvernementales. C'est que on est tous restés muets. Mais quand le phénomène a pris, on n'a pas... Vous savez, le déclic a déjà eu lieu avant maintenant qu'on ne commence pas à constater. Là, nous n'allons pas pleurer sur du lait versé, c'est déjà fait. L'essentiel maintenant, c'est de revoir les conditions
dans lesquels les jeunes travaillent aujourd'hui, de revoir comment sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent que l'Eldorado, ce n'est pas nécessairement là-bas. Et si on doit faire comprendre cela aux jeunes, il faut déjà que ces jeunes-là qui travaillent, aux côtés d'autres qui viennent de l'extérieur, qu'on ne sente plus cette forte inégalité, qu'on ne sente plus ce fossé himalayesque dans la grille salariale. Donc, quand on voit ça, c'est qu'on se dit, alors, il faut que moi, j'aille chercher mon diplôme, même s'il faut que je prenne le risque de perdre ma vie. Si j'y vais et que je gagne, je gagne. Si je perds, alors là, j'aurais essayé. Je pense que c'est la mentalité. Quand vous voyez quelqu'un qui sait qu'il va mourir, mais qui prend le risque d'y aller, sachez que il est venu à une étape de sa vie où il se dit, c'est la vie ou la mort. C'est l'État qui doit maintenant travailler à fond pour que les jeunes changent de mentalité, parce que les jeunes veulent bien travailler pour le pays, ils veulent bien rester dans ce pays. Mais vous voyez, on a dit, avec les 1 million ou bien 2 millions, 5 millions, on peut déjà lancer une entreprise. Mais combien d'entreprises aujourd'hui au Bénin ne naissent pas avec leur certificat de décès? Combien d'entreprises, les jeunes entreprennent des fois, ils sont nombreux. Allez consulter les chiffres, les données au niveau du GUF. Vous allez constater que il y a beaucoup d'entreprises qui naissent, mais vous allez remarquer que dans le même temps, beaucoup disparaissent. Ces entreprises naissent avec leur certificat de décès. Il y a ce travail à faire. Quand le jeune met de l'argent, il investit pour faire quelque chose, pour créer quelque chose, et qui n'est pas accompagné comme cela se doit, ou qui se retrouve seul dos au mur, mais il préfère prendre cet argent-là pour prendre le risque de sa vie. Et c'est justement ce que je dis, la cause n'est pas aller chercher là où il y a l'Eldorado, mais il faut chercher la cause à l'interne. Bien. C'est assez complexe, ce phénomène, et les causes, les raisons sont tellement variées que quand vous interrogez chaque jeune... Oui, Tanguy? Non, allez. Quand vous interrogez chaque jeune, parfois, vous-même, vous allez perdre un peu de votre personnalité, de votre qualité de citoyen. Et c'est en cela que ceux qui partent, ils ne sont pas moins patriotes que ceux qui restent. C'est parce qu'après, quel est le degré de patriotisme que l'État, en tant qu'État, montre dans la vie de ces personnes? Parce que quand on arrive à cette décision, c'est que pour soi, cet État n'existe pratiquement plus, ou cet État ne peut absolument rien faire pour vous. Et qu'à cette conclusion, il faut soi-même prendre les taureaux par les cornes, et donc on devient candidat au départ, malgré tous les risques et malgré le danger. Et donc, quand vous interrogez justement ces jeunes, dans leur idée de se réaliser véritablement à l'intérieur, c'est que quelque part, c'est l'échec de tout ce qu'on essaye de construire pour les jeunes, c'est l'échec de tout ce qu'on essaie de construire comme opportunité pour les jeunes. Et Ulrich l'a relevé. On ne peut pas excuser nos États dans leur ensemble, puisque c'est un phénomène qui frappe le Bénin autant que Togo, le Nigeria, le Sénégal, un peu partout. On ne peut pas excuser véritablement nos États dans ce qui se joue dans l'océan, au niveau des mers. Malgré les nombreuses prières du pape au cours de Lampedusa, cela n'a malheureusement pas réduit, n'est-ce pas, la quantité de jeunes qui sont convaincus qu'il faut aller en Italie, en France et un peu partout. Et vous en avez, ce n'est pas seulement la recherche de diplôme, de qualification pour qu'en retour, il faut revenir au pays. Ce sont les plus consciencieux. Vous en avez qui sont artisans, qui ne jouissent pas forcément d'un niveau intellectuel, mais qui partent. Et quand vous leur demandez, je préfère aller être éboueur dans les rues de Paris, je préfère... Et tout ce qu'on peut me proposer là-bas, eh bien, je suis prêt. Vous avez également qui ont vécu des expériences douloureuses. Moi, j'ai échangé avec un monsieur. Mais écoutez, sur des questions de système d'information, c'est un érudit. Les questions du numérique, c'est un érudit. Mais il est quand même rentré au pays pour servir son pays. Mais il s'est retrouvé dans ce système que nous connaissons. Il faut être dans le réseau, il faut avoir des connaissances, malgré que voilà, son CV comportait quand même des expériences. Eh bien, il est reparti encore. Et donc, vous avez également de ces genres de personnes qui sont obligés de rester et qui encouragent à leur tour justement d'autres jeunes. Mais écoute, moi j'ai cherché mon chemin. Non, tu dois aussi faire pareil. J'avoue que j'ai dit qu'ils sont moins patriotes, mais le cran il n'est pas grand en fait. Vous savez, Mbappé son père a voulu qu'il joue pour le Cameroun, mais on lui a demandé de l'argent. Aujourd'hui, il est champion du monde français, il est une star française. Mais à ses dépens, il aurait bien voulu être l'autre Samuel Eto'o pour battre nos records de meilleurs joueurs, meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des Nations.
En fait, c'est ça aussi. Parfois, le système sur place vous engloutit. Le système sur place ne vous permet pas de pouvoir vous en sortir, en fait. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Mais vous savez, nous sommes plus de 400 millions de jeunes en Afrique. Je pense le tiers de la population, à la limite, entre 15 et 35 ans. Entre 15 et 35 ans, on doit se construire, on a la crise de la jeunesse, on doit avoir une femme, des enfants, on est davantage responsable. On se dit que c'est maintenant ou c'est jamais, parce qu'après, l'âge d'après, on est moins valide, on est moins valeureux, on est moins apte, moins fougueux, hargneux à pouvoir réaliser sa vie. Et vous voyez, il y a des pays où c'est extrêmement fort. Le Sénégal, c'est près de 60% de la population, la jeunesse. Quand vous êtes un continent comme ça, au lieu de trouver des prébendes, des miettes à des jeunes pour qu'ils vous chantent le vous et là au quotidien, vous le trouvez, vous ouvrez leurs expectatives, vous ouvrez leur vue sur l'avenir, leur formation, leurs compétences, et vous pensez à leur quotidien, en fait. Ces échanges, hein. Il est 8h50. Oui, très rapidement. Vous allez être bref, n'est-ce pas? Très rapidement. Je vais poser quelques questions. Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui Jim Oussou, voilà l'image que nous avons. Quand vous regardez Jim Oussou, est-ce que Jim Oussou, aujourd'hui, star de Hollywood, star international de Hollywood, vous pensez que s'il était resté au Bénin, il aurait eu ce mérite-là, cette image? Est-ce qu'il incarnerait cette icône que nous sommes en train de voir? Je prends un autre exemple, je prends Jolie Kidjo. Si elle était restée au Bénin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on serait en train de parler de cette diva internationale? Vous voyez, c'est que maintenant, combien d'artistes béninois qui sont restés vraiment au Bénin et qui ont vraiment cette notoriété internationale? Vous savez, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail. Oui, attention. Sachons parler quand nous parlons de notoriété internationale. Sachons parler quand nous parlons de notoriété internationale. Voilà. Donc, vous savez, c'est cette image-là. Aujourd'hui, je suis en train de voir une jeune star qui est en train d'émerger aussi à l'international. Oui, très rapidement. Je parle d'une de nos jeunes réalisatrices, Kismat Bagheri, qui a commencé tout récemment avec Isma. Elle a commencé, mais au début, ça ne donnait rien. Mais aujourd'hui, regardez, elle n'est pas allée très loin. Elle est allée juste en Côte d'Ivoire. Et vous voyez déjà aujourd'hui comment elle est en train d'émerger dans le cinéma international. Vous savez, c'est que à l'interne, nous devons faire un grand travail pour aider les Béninois. Quand on aide les Béninois à s'en sortir dans ce qu'ils font, quand on promeut leur travail, parce qu'il ne faut pas encourager les paresseux, mais ceux-là qui font un travail, accompagnez-les de sorte à ce qu'ils puissent vraiment s'en sortir, se sentir rassurés. Mais quand ils ne se sentent pas rassurés dans ce qu'ils font, mais ils seront obligés de partir. Et c'est un manque à gagner pour l'État en termes de bras valides. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pour l'instant, nous sommes là. Pour l'instant, à défaut d'avoir mieux. Pour l'instant. À défaut d'avoir mieux. Même dans la galère, même... Je parie qu'on appellerait Recto de Sud pour lui dire, mais écoutez, on te trouve une place en Suisse, il n'hésiterait pas la seconde près. Je vais consulter mes parents. Voilà. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi ce que je ne comprends pas et puis la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré
avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Ce que moi je ne comprends pas, ils n'ont pas besoin, en tout cas nos amis du Niger, le Bénin et le Niger ne peuvent pas dire qu'il y a tension entre eux. Le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères, c'est deux peuples frères. Nous ne pouvons pas dénombrer le nombre de Nigériens qu'il y a au Bénin. De même, de l'autre côté aussi, c'est vice-versa. Donc, ils ont choisi. Sauf que nous constatons que ce n'est pas seulement le Niger c'est pas seulement le Bénin qui en souffre. Le Niger aussi en souffrira. Ils en souffrent déjà, par notre président a été clair maintenant dans ses propos. Tout le monde voit clair dans ses propos maintenant. Mais voilà que le Niger, ils vivent encore dans l'incertitude. Ce que moi je ne comprends pas, ceux qui sont au pouvoir au Niger, c'est des militaires qui ont fait un coup d'État. Bon, je pense qu'avec le militaire, il faut savoir négocier. Puisque un militaire bien formé, surtout un militaire blessé de guerre, comme le cas au Niger, puisqu'ils ont fait un coup d'État pour être là, ils ont les yeux rouges. Donc je vais demander très respectueusement à son Excellence M. Patrick Talon de négocier avec une douceur. S'il faut passer par d'autres moyens pour négocier avec eux, je pense que ce sera une très bonne chose. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est après la sortie du chef de l'État béninois, après ses explications, d'abord on sent vraiment d'humilité dans sa sortie. On sent d'humilité dans ses explications. Mais ce qui est bizarre, malgré tout ce qu'il a expliqué, malgré tout ce qu'il a dit, le Niger est resté campé sur sa position. Et c'est ça qui nous hante et c'est ça qui nous dérange en tant que Béninois. En tant que Béninois, en tant que digne fils du Dahomey, en tant que patriote, ça me dérange énormément. Et je me pose la question, s'il vous plaît, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au-delà de ce conflit, s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une main chinoise derrière ce conflit? Parce que ce qu'on reproche aux Béninois, c'est-à-dire la présence des bases militaires, notamment dans le nord, le Niger fait frontière également avec le Tchad. Et il y a également la présence de ces bases militaires au Tchad. Pourquoi la frontière n'a pas été fermée au Tchad? Le Nigeria, également, certes, il n'y a pas de base militaire au Nigeria, mais la frontière également est ouverte au niveau du Nigeria. Pourquoi le Bénin? Alors, je me suis recroquevillé sur moi-même. Je me suis dit que cette situation-là, c'est ce qui s'est passé avec le Nigeria, où nos compatriotes béninois sont rentrés dans cette situation du Nigeria et pour embêter le gouvernement du président Patrice Talon. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui est à la base exactement de cette bruit entre les deux États. Je ne comprends pas, parce que le Bénin a quelque chose à gagner, le Niger aussi a quelque chose à gagner. Mais qu'est-ce qui est réellement à la base? Est-ce les tensions récentes entre les deux pays concernant les sanctions de la CEDEAO? C'est ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas dans la décision des autorités nigériennes, c'est leur fermeté par rapport à la frontière, à l'ouverture de la frontière du Bénin, entre le Bénin et le Niger. Après que la CEDEAO a pris la décision d'ouvrir les frontières, les autorités nigériennes ont accepté et ils ont ouvert les frontières du côté du Nigeria. Mais du côté du Bénin, ils sont fermes. Et cette fermeté, l'argument qu'ils ont eu à donner, c'est qu'il y a des bases militaires au Bénin. Alors, moi, en tant que citoyen béninois, je trouve qu'à un moment donné, il faut que les autorités nigériennes et les autorités béninoises essaient de trouver un terrain d'entente, s'asseoir sur la même table et discuter et se comprendre pour que les frontières soient ouvertes. Parce que cette situation n'arrange personne, ni le Niger, ni le Bénin. Les deux peuples souffrent à cause de la fermeture de cette frontière. Est-ce que la crise doit continuer
et chacun donne sa position, chacun est ferme. Je pense que non. À un moment donné, il faut que la balle revienne à terre et les deux autorités, sur le plan diplomatique, ils essaient de trouver un terrain d'entente. S'il faut que la CEDEAO, les autorités de la CEDEAO prennent le devant, ou les sages des deux peuples, ou les politiques, je ne sais pas, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, tout le monde doit essayer de s'y mettre pour que la paix revienne entre les deux peuples. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. L'alcool en sachet plastique est désormais banni en République du Bénin. L'information est livrée par Le Matinal qui indique que la production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce via un arrêté ministériel en date du 17 mai 2024. L'intégralité du dit arrêté est à lire à la page 6 du quotidien. Tout en relayant cette actualité, Fraternité relève le mécontentement des acteurs de la chaîne de vente de l'alcool en sachet plastique et alerte sur le trafic clandestin. La décision fait des mécontents. L'interdiction de la commercialisation des boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique passe mal auprès des revendeurs et des consommateurs. Les premiers craignent pour leur entreprise, dont les chiffres d'affaires vont considérablement chuter. Selon le journal Maison, la décision doit être prise avec des pincettes. Elle peut s'avérer contre-productive si des mesures ne sont pas prises pour enrayer la présence de ces boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique sur le territoire national. De son côté, Décryptage Info s'intéresse aux programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin et nous apprend que le pays affiche un taux de réalisation de 72,8% avec à la clé 131 réformes en 2023. Après le Sénégal vendredi 10 mai dernier, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a, de concert avec les autorités béninoises, tenu 21 mai 2024, la 9e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comparé à 2022, des progrès ont été relevés dans l'année sous revue. Cette évaluation, qui fait suite à la revue technique déroulée du 8 au 10 novembre 2023 à Cotonou, a été l'occasion pour la délégation de l'institution sous-régionale et les autorités béninoises, à leur tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, de passer en revue les résultats obtenus et en même temps d'envisager les perspectives. Pendant ce temps, à l'université d'Abomey-Calavi, la détention de la carte d'étudiant est devenue obligatoire. C'est l'annonce faite par le recteur Félicien Avlessi via un communiqué en date du mardi 21 mai 2024. À travers cette décision, il invite les étudiants ne disposant pas de la carte étudiant à remplir les formalités en vue de se la faire établir. Le défaut de carte expose l'étudiant en situation illicite à l'exclusion systématique lors des contrôles opinés. Pour finir, mesdames et messieurs, à en croire le Soleil Béninfo, un remaniement ministériel serait dans l'air. Cette année 2024, qui marque les 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon, est, selon le quotidien sans doute, l'année où la stabilité au sein de l'équipe gouvernementale est perturbée. Cela soit par des remaniements techniques ou par des démissions. De Séverin Kenom à Oswald Omeki, en passant par Donat Jean-Claude Oussou, Aurélien Agbenonsi, Hervé Khéromen et autres, l'effectif de départ perd ses membres progressivement. Mais au-delà des raisons profondes qui justifient ces départs pour le moins inattendus pour le commun des Béninois, n'est-il pas temps pour le chef de l'État d'entrevoir une formule choc pour redynamiser sa machine? S'interroge le Soleil Béninfo. L'analyse du quotidien est à retrouver à la page 3. Fin de la revue de presse de ce mercredi 22 mai 2024.
Gaiman